Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise Et bonne écoute! Salut tout le monde! Cette semaine, on prend l'apéro avec Masha Chari, qui a été diagnostiquée avec un cancer du sein à l'âge de 30 ans et qui est maintenant ambassadrice pour la Fondation Cancer du sein du Québec. Maintenant âgée de 35 ans, Masha va nous parler de son diagnostic et de ses traitements, de comment les jeunes femmes peuvent reconnaître les signes du cancer du sein et sur comment elle voit la vie maintenant. Bonne écoute! Enchantée, Masha, bienvenue à l'apéro. Merci de m'accueillir. Ça fait trop plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, on voulait t'inviter à prendre l'apéro parce que j'avais collaboré avec la Fondation du cancer du sein du Québec. Puis, il m'avait parlé, il m'avait un peu conscientisé sur l'importance de faire du sport, aussi un peu pas les stéréotypes, mais un peu les tendances ou les pensées qu'on a, nous les jeunes, face au cancer du sein. Et j'en ai vraiment beaucoup appris sur le sujet. Donc, on m'a parlé de toi parce que toi, dans le fond, tu es ambassadrice, je crois, pour la Fondation. Tu es une survivante du cancer du sein. Je suis super contente que tu aies accepté de nous parler un peu plus du sujet. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de toi, ta vie en général? Donc c'est ça, moi je suis Masha, mais Masha c'est un surnom, on va dire plutôt même un nickname là, si je puis dire, c'est vraiment, c'est Marie-Charlotte en réalité mon prénom. Tout le monde m'appelle Masha, que ce soit au travail ou n'importe où. Je suis française d'origine, j'ai immigré au Québec, c'était en 2013, fin 2013. Donc aujourd'hui je suis citoyenne, je travaille dans un organisme sur le recyclage. À la base, je suis arrivée avec un permis temporaire et puis finalement, je suis tombée en amour du Québec et j'ai décidé de rester et de faire des visas de travail, résidence permanente et donc ma citoyenneté pour terminer. Cool. En gros, c'est ça et puis j'aime la vie ici. T'es venue quand t'as déménagé ici, est-ce que c'était vraiment pour une opportunité de travail en fait? Non, je suis partie avec un permis de ce qu'on appelle un PVT, programme vacances-travail. Ouais. Donc, c'est vraiment comme un permis ouvert et j'ai trouvé un emploi très rapidement sur place. J'en avais pas quand je suis partie de France. Puis, c'est ça, j'ai trouvé un emploi. Je suis restée 5 ans dans cet emploi. Puis après, j'ai changé pour un autre. Puis là, maintenant, ça fait 2 ans que je suis dans la même entreprise. OK. C'est cool ça. Puis, pourquoi tu as décidé de venir au Québec? Est-ce que c'est juste parce que l'emploi était offert ou c'est vraiment, tu as toujours voulu venir ici? C'est très bizarre. En fait, c'est un rêve d'adolescente de venir au Québec. OK. J'ai jamais su pourquoi j'ai été attirée. À la base, c'était le Canada. OK. Puis, bien entendu, je suis venue 2 fois. En fait, j'ai eu l'occasion de venir 2 fois en vacances au Québec. Une fois à Sainte-Marie-de-Beauce, vraiment en Beauce. Wow! En 2015, en hiver. Oh, mon Dieu, t'étais courageuse! Oui, pendant un mois, de la neige tout le temps, je pelletais quasiment tous les jours. J'ai vraiment adoré mon expérience quand j'y suis allée en 2015. Puis je suis revenue à une autre occasion avec une amie qui a fait ses études à HEC à Montréal. Là, je suis restée juste une semaine et on est resté essentiellement à Montréal. C'est en septembre 2018. OK. Non, qu'est-ce que je dis d'études? Pardon. La première fois que je suis venue, c'était en 2005 et la deuxième fois que je suis venue, c'était en 2008. Et j'ai vraiment adoré mon expérience ici. C'est ça, comme on dit, je suis vraiment tombée en amour avec Montréal particulièrement. Je me suis dit, il faut vraiment que je revienne. Puis une amie m'a parlé du PVT, donc le fameux programme vacances-travail. J'ai déposé un dossier, j'ai été prise et je suis partie quelques mois plus tard. Cool. On est bien quand même ici. On est bien. Oui, mais non, juste pour ajouter, je suis pas venue parce que j'avais pas de travail en France. En France, j'avais déjà un travail, j'étais bibliothécaire, j'étais fonctionnaire, donc et j'ai pris donc une disponibilité pour venir tenter ma chance au Québec parce
que j'avais envie d'avoir d'autres défis dans ma vie. Je te comprends tellement. C'est son rêve à Roxane. Mais l'inverse. Ouais, c'est ça. Juste d'aller vivre en Europe en général, tu sais, juste de vivre autre chose, de vivre une autre expérience. Je pense que c'est important aussi, là, tu sais, j'ai voyagé quand même, mais c'est différent de le vivre et de juste partir en vacances. Fait Ouais. que, puis ça doit pas être facile. Donc déjà, félicitations d'avoir fait Merci. ce move-là. Et là, dans le fond, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, t'es arrivé ici, t'as travaillé et tout, et comment est-ce que t'as appris que tu avais le cancer du sein? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé tout ça? Oui, bien entendu. En fait, j'ai commencé à avoir une très grosse fatigue en octobre 2013 à peu près. J'avais déménagé avec des colocs et tout ça. Et puis, bon, j'avoue, je faisais beaucoup la fête, je sortais beaucoup, mais j'étais, j'avais plus le goût de sortir, j'avais plus le goût de faire des rencontres, d'aller, de boire de l'alcool, par exemple. Là, c'est un exemple parmi d'autres, là. J'avais vraiment plus le goût de faire des activités. Et puis, je suis restée comme ça, pas mal enfermée dans ma chambre plusieurs mois OK. jusqu'à que les beaux jours reviennent. Et puis, j'ai déménagé de nouveau dans une nouvelle coloc. Donc, dans la nouvelle coloc, ça faisait quoi, 3 jours que je venais d'emménager. Et puis là, j'étais sous la douche. Puis, j'étais en train de me doucher. Puis là, j'ai juste effleuré mon sein droit, parce que c'est dans le sein droit que j'ai eu donc la tumeur. J'ai effleuré mon sein droit avec ma main. Puis, j'ai eu une violente douleur. Oh! Puis là, je dis, ah, c'est quoi? Puis là, j'ai posé mes mains dessus, puis là, j'ai senti une boule. Mais pas petite, c'était quand même assez gros. J'étais là, je fais, voyons, qu'est-ce que c'est que ça? En sachant que quelques semaines plus tôt, j'avais reçu un massage shiatsu par quelqu'un. Et je me suis OK. dit, ah, c'est peut-être la personne en me massant qui m'a fait mal et tout ça. Bon, j'étais pas trop inquiète. Je suis allée travailler, j'en ai parlé à ma collègue de travail, et là, ma collègue de travail m'a dit, non, 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 n'attends surtout pas. Va voir un médecin immédiatement. Ouais. En sachant que en 2014, j'étais encore, en juin 2014, je venais d'avoir mon autre permis de travail. Cette fois-ci, c'était un permis de travail fermé. Donc, j'avais la RAMQ, mais j'avais pas l'assurance médicaments. Ouf, OK. OK. Donc là, je suis allée voir un médecin, puis là, elle m'a prescrit immédiatement échographie. Donc là, attention, là, tout s'enchaîne. Ouais. Ça s'est vraiment enchaîné. Donc, fin juin, je rencontrais le médecin. Mi-juillet, je faisais mon échographie. Pour eux, vu que j'avais parlé d'un massage un peu peut-être intensif, ils m'ont dit, oh, c'est peut-être rien de grave. C'est peut-être comme un hématome ou quelque chose comme ça qui Ouais. s'est formé. Surtout à ton âge, tu sais, même eux, ils ont pas... Exactement. Ouais. Donc là, mais il m'a dit quand même, faudrait que vous reveniez d'ici un mois pour qu'on puisse refaire un examen. Donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais l'échographie. Je pars en vacances en France pendant 2 semaines et demie environ. Je rentre de vacances. Je tarde un peu pour aller récupérer la requête du médecin. Mais bon, j'y vais. Donc là, un mois après l'échographie, on me fait donc de nouveau une échographie et une mammographie. Puis là, le médecin me dit, là, je vois toujours, vous avez toujours quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Puis là, il dit, voyez avec votre médecin. Donc, c'était pas mon médecin de famille, c'était vraiment un médecin que j'avais rencontré dans une clinique à côté de chez moi. OK. Donc là, j'appelle le médecin, puis je lui dis, voilà les résultats, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, elle me pose la question, elle me dit, est-ce que vous voulez faire une biopsie? Et là, j'ai répondu, bien sûr que je vais faire une biopsie. J'ai dit, je sais pas ce que j'ai dans le sein, en sachant que j'ai appris plus tard, mais je m'en souvenais plus, mais j'ai une de mes tantes maternelles qui a eu un cancer du sein. OK. Donc là, ma mère aussi était très inquiète, donc elle avait dit, oui, fais quelque chose. Donc là, j'essaye, ah oui, j'appelle partout parce que des biopsies, on peut pas en passer partout. OK. Donc, en sachant que j'ai dû payer tout de ma poche, les échographies, les mammographies, la biopsie, ça m'a coûté cher là de payer moi-même tout ça. Donc biopsie, je trouve une clinique qui fait donc biopsie et tout le reste. J'arrive là-bas, un lieu super. Je le recommande à tout le monde. Ce lieu, c'est vraiment, ils sont très gentils et puis en plus de ça, ils prennent vraiment soin des gens. Et puis à partir du moment où ils ont les résultats, c'est eux-mêmes, eux qui envoient tous les dossiers dans les hôpitaux pour qu'on puisse être traité le plus rapidement possible. OK. Donc là, j'ai passé, je sais plus combien d'heures, j'ai dû passer un bon 5 heures, je pense, à la clinique. Donc là, elle m'a fait échographie, mammographie et la biopsie. Puis elle m'a même fait un prélèvement des ganglions parce qu'elle était inquiète.
Puis elle était inquiète aussi pour l'autre sein. Et là, elle m'a dit, faudrait que vous passiez un IRM. Est-ce que vous voulez en passer un ici? Et là, je lui pose la question, je fais, c'est combien? Elle me dit $800. Je Oh fais, mon Oh my Dieu. God, c'est cher. J'ai dit, le problème, c'est que, j'ai dit, voilà, je n'ai pas l'assurance médicaments. J'ai dit, Oui. donc comment je fais? Et là, elle me dit, ben écoutez, il n'y a pas de problème, je vais vous envoyer à l'hôpital. OK. Ça n'a pas pris de temps. Le lendemain, je recevais un appel de l'hôpital. 2 jours après, je faisais mon IRM. Et le jour où j'ai fait mon IRM, c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que c'est là que tu as commencé à avoir peur un peu? Oui, c'est là que Ouais. j'ai commencé à avoir peur. Je suis sortie en pleurant de l'examen. Oh. C'était ma coloc de l'époque qui m'a accompagnée. Je lui dis, je dis là, je le sens, c'est pas bon, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Et puis elle me dit, mais non, ça va aller, ça va aller. Donc après, à partir du moment où j'ai fait la biopsie, j'ai fait mon IRM. Même pas 15 jours plus tard, moins de 15 jours, j'ai été appelée par la médecin qui m'avait vue en premier. Puis en fait, j'avais rendez-vous avec elle la semaine d'après, le OK. samedi matin. Puis là, elle m'appelle le vendredi soir à 19h30. Et elle me dit, il faut que vous veniez demain matin à la clinique. Et c'est pas rassurant ça. Et là, je me dis, mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Non, il faut que vous veniez demain matin. Cette journée-là, je m'en souviendrai toujours parce qu'on faisait un peu comme notre pendaison de crémaillère avec ma coloc et la nouvelle coloc qu'on avait choisie, la troisième. Donc, je me souviens, tous mes amis étaient présents. Ugh. Et là, je me suis mis à pleurer dans la soirée et tout. Et puis, on m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai dit, ben, demain matin, il faut que j'aille voir le médecin. Je sais que c'est mauvais signe. Mais non, c'est pas mauvais signe et tout va bien. C'est sûr que c'est rien. Puis là, je leur sors le journal Métro. Le journal Métro avait publié un article sur Nali Augustin, qui est une jeune femme qui a eu aussi un cancer du sein. OK. Et elle avait découvert sa tumeur sous la douche, comme moi. Et là, j'ai dit, regardez, elle a fait comme moi, elle a trouvé sa tumeur sous la douche. J'ai dit, moi, je suis sûre que c'est ça, c'est pas bon signe. Je devais partir en fin de semaine avec mes amis, on devait aller au spa, on avait loué une maison et tout ça. Et puis là, je fais, non, non, je dis, je peux pas venir, je peux pas, c'est pas possible. Mhm. Elles m'ont dit, demain matin, 11h, on vient avec toi à la polyclinique. Des vraiment bonnes amies. Oui. Oui, en fait, j'ai mes 2 bonnes amies qui m'ont accompagnée, plus ma coloc qui m'avait accompagnée, la toute première coloc que j'avais. Mhm. Donc, samedi matin, j'arrive dans la salle d'attente. Le médecin me dit d'entrer, puis là, je fais signe à mes amis de me suivre, et puis là, la médecin elle me dit. La médecin, elle parlait pas très bien français, elle était anglophone. Et là, elle me fait non, non. J'ai dit, c'est simple. J'ai dit, soit mes amis rentrent, ou soit je m'en vais. Puis là, elle m'a dit non, non. Elle m'a dit ok, ok. OK. Et là, en fait, ça s'est passé très vite. Elle a ouvert le dossier, j'ai lu le mot cancer à l'envers. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, elle m'a Oh. regardée, elle m'a dit je suis désolée. Elle a même pas prononcé le mot. Elle m'a simplement dit je suis désolée. Et là, j'ai tout mon monde qui s'est effondré et mes amis qui savaient pas comment réagir. Donc ça a été une grosse ça a été une annonce assez difficile même si elle me l'a pas annoncé directement. Mhm. Je me souviens que ma première inquiétude, ça a été comment je vais faire financièrement. Mhm. Ben oui. N'ayant pas toutes les assurances que quelqu'un d'ici a, dans le fond. Ouais. Tout Exactement. pour rajouter au stress en plus, tu sais, c'est comme... Donc là, ben, je suis sortie de là. Il a fallu que j'appelle mes parents pour leur annoncer. Alors ça a été très, très dur aussi. Donc c'est ça. J'ai annoncé à mes parents. Et puis de là, j'ai dit à mes amis, ben non, c'est sûr et certain, je pars pas là. Je viens pas avec vous au spa. Je viens pas avec vous profiter de la fin de semaine. Mhm. Puis elles m'ont dit, mais tu vas faire quoi de ta fin de semaine? Pleurer toute la fin de semaine? Elle dit, ça sert à rien. Tu viens avec nous. Je suis venue avec elle et puis j'ai pas regretté d'être partie avec elle. On a rigolé toute la fin de semaine. On a bu. On a Mhm. mangé. On a joué. J'ai fait beaucoup de jokes sur la mort. Désolée, mais c'est tout Ouais, ce c'était un ce qui me automatique. venait en Ouais. tête. C'est un mécanisme de défense aussi, à un moment donné. Ouais. Donc, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai trouvé là donc la tumeur en juin 2014, fin juin 2014, et j'ai été diagnostiquée le 4 octobre 2014. Ah, ça a pris quand même du temps. Je suis étonnée que ça prenne. Ben, tu sais, je dis que ça prend du temps parce que comme dans ma tête, moi, c'est comme tu fais les tests dans 7 jours max, tu as les réponses, mais finalement non, parce que comme il y a plein d'autres petits tests connexes qui doivent être faits, puis ils sont pas sûrs, c'est pas concluant ou whatever. Donc, pendant ces 3 mois-là, tu sais,
mon Dieu, c'est un gros stress, là. C'est aussi, comme tu sais pas qu'est-ce qui se passe, puis je pensais pas que le système pour se faire diagnostiquer pour un cancer pouvait prendre autant de temps. Ça a pris du temps, je pense, parce que le fait que justement on savait pas ce que c'était, que pour eux j'avais 30 ans là, je venais d'avoir 30 ans au mois de Ok. mai. Mhm. Pour eux 30 ans avoir un cancer du sein, mais non, c'est pas ça, c'est rien, c'est peut-être juste un kyste, quelque chose. Mhm. Ok. C'est sûrement pour ça, mais on le saura jamais. Mais Ouais. Ouais. C'est une Ben, hypothèse. ça expliquerait aussi qu'au début, tu sais, probablement que quand ils ont commencé à réaliser qu'est-ce que ça pouvait être, là, ça allait été vite, comme tu dis, ta docteur a t'a appelé puis elle a devancé le rendez-vous. Mais sûrement, effectivement, qu'au début, c'était plus long parce que pour eux, c'était pas des tests pour dépister un cancer, tu sais. Puis, est-ce que tu peux nous dire c'était ton cancer était rendu à quel stade rendu là quand tu te l'es fait diagnostiquer? ben, en fait, quand on est diagnostiqué, on n'a pas tout à fait encore le stade OK. qui fasse la pathologie de la tumeur. Donc souvent, quand ils diagnostiquent quelqu'un, ils vont dire, OK, c'est sûrement ce stade-là, mais c'est une fois après avoir ouvert et après avoir tout enlevé qu'ils Hmm. savent vraiment quel est le stade. Ok. Donc à ce stade-là, je ne savais pas donc quel était le stade donc du cancer, mais après coup, j'ai appris que c'était un stade 2B, OK. mais j'étais limite stade 3 à cause du nombre de ganglions atteints et aussi au niveau de la grosseur de la tumeur. OK. Je savais pas aussi que ça atteignait les ganglions. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu ce lien-là, mais comme la procédure, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ben, premièrement, tu as spécifié tantôt que ta tante, je pense, c'est ça, elle avait eu le cancer du sein? Oui, ma tante a eu le cancer du sein. Ben, en fait, au début, vraiment, là, parce que je suis allée passer des tests génétiques. OK. Hmm. Pour moi, c'était important de savoir si ça venait de ma génétique. OK, Parce que ouais. j'ai une nièce, j'ai une sœur, j'avais besoin de savoir. Ouais. Je suis allée faire les tests et ils ont trouvé une variation du gène BRCA2. C'est différent d'une mutation. La mutation, c'est qu'on est sûr et certain qu'il y a une mutation du gène BRCA2, donc sûrement que le cancer il vient de cette fameuse mutation. OK. Moi, c'est une variation, c'est-à-dire que la recherche n'est pas assez avancée pour savoir si oui ou non j'ai vraiment le gène BRCA2. Peut-être que dans 10 ans, ils vont m'appeler pour me dire c'est bon, votre variation de ce gène-là est écartée, ce n'est pas génétique ou quoi que ce soit, vous n'avez rien à craindre. Ou au contraire, me dire ben si finalement vous avez bien le gène BRCA2. Et là, ils peuvent me proposer de me faire enlever l'autre sein et de me faire enlever tout ce qui est ovaire, utérus et tout ça. Là. Enfin, plus Oh mon utérus, Dieu, je pense. OK. Ouais, c'est un peu ce qu'a fait Angelina Jolie, là. C'est par prévention qu'elle a fait tout ça. Oui, Ah mon ouais. Dieu, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on conseille, surtout quand la personne veut pas avoir d'enfant ou quoi que ce soit, là. Donc, Mhm. donc pour revenir à ça, donc ma tante maternelle a eu le cancer du sein, mais il se trouve que le variant que j'ai, c'est mon père qui l'a. Ma mère ne l'a pas. OK. OK. Donc, ça vient même pas du côté de ma mère. J'ai aucun lien avec le cancer du sein de ma tante, en fait. OK. Comment ils ont pu valider que ça venait du père? Quand ils mentionnent que ça vient du côté du père. Déjà, quand on fait un test génétique, on fait l'historique des maladies dans la famille. OK. Dans la famille de mon père, c'était plutôt cancer du côlon. OK. Mhm. Et il y avait eu une arrière-grand-mère qui avait eu un cancer du sein, mais elle l'a eu à 80 ans, quelque chose comme ça. Donc, pour eux, c'est pas signe que c'est génétique. C'est OK. que souvent, les personnes, plus on vieillit, plus les risques sont élevés. En fait, c'est parce que j'ai forcé, on peut le dire, j'ai forcé mes parents à aller passer un test génétique. En fait, le médecin de famille de mes parents, c'était un médecin à moi aussi à une époque. Et quand il a appris que j'ai eu le cancer, pour lui, c'était pas possible là que j'ai un cancer aussi jeune. Et puis à chaque fois, il leur demandait des nouvelles. Et quand je lui ai demandé, je l'ai contacté directement. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de faire passer des tests génétiques à mes parents pour savoir si c'est vraiment dans la génétique? Et il m'a dit oui. Et là, il a envoyé une requête dans le grand hôpital de cancérologie à Toulouse. Et puis, mes parents sont allés passer les tests. Et OK. les résultats m'ont été envoyés, donc ils ont pu faire la comparaison et c'est là comme ça qu'ils se sont rendus compte que on avait le même variant avec mon père. OK. OK. C'est sûr, tu sais, je me doute probablement que les gens autour de toi, tu sais, ont sûrement comme réagi quand même fort. Puis comme tu l'as mentionné, les gens sont surpris parce que tu étais jeune quand tu l'as eu. Du côté de tes parents, tu leur as envoyé pour qu'ils aillent faire les tests génétiques. Mais autre que ça, comment les gens ont réagi? Est-ce que tu as senti, exemple, que ton entourage commençait à changer avec toi ou
est-ce que tout était comme à l'habitude pour comme tes amis, exemple, qui ont fait comme même si tu as un diagnostic de cancer, qu'est-ce que tu vas faire? Amuse-toi quand même, ou les gens commencent à être plus comme est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Puis tu as senti la différence dans leur comportement? Alors, il y a eu une différence pour certaines personnes dans leur comportement. À vrai dire, toutes les personnes que j'avais rencontrées quand je suis arrivée au Québec, je les ai toutes perdues de vue. C'est bizarre. Toutes les personnes que Ah j'avais ouais! rencontrées en tant que Ah! PVTiste, des Français, la majorité des Français, on va dire même 98% étaient des Français. Ça a été silence radio et je n'ai plus jamais entendu parler d'eux à partir du moment où j'ai eu mon diagnostic. Ugh. J'ai eu l'effet inverse. J'ai eu plein de personnes sur Facebook qui m'ont retrouvée et qui m'ont donné leur soutien, des personnes que j'avais pas revues depuis l'école primaire ou le collège, qui ont repris contact avec moi après avoir appris ça. Et j'ai encore des liens aujourd'hui avec ces personnes et parfois on discute. Mais oui, ça a été un peu, j'ai perdu beaucoup de personnes, mais me suis rapprochée de certaines de mes amies. J'avais vraiment ma coloc qui me soutenait vraiment énormément. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez. Mmh. On se parle plus depuis parce qu'on a déménagé chacune de notre côté, mais je sais que sans elle, j'aurais jamais pu traverser tout ça. Ah, Mhm. c'est beau. Puis j'ai 2 bonnes amies françaises, dont une que j'ai rencontrée ici à Montréal et l'autre que je connais de avant que j'arrive à Montréal, donc ça fait à peu près 15 ans qu'on se connaît, quelque chose comme ça, Wow. qui elle est toujours là, on garde contact, elle habite à Montréal et puis c'est elle qui m'a beaucoup soutenue aussi pendant mes traitements, qui m'a accompagnée au rendez-vous, des choses comme ça. Wow! Parce que moi, selon moi, il n'y a rien qui arrive pour rien, là. Toutes ces, on va les appeler les PVTistes, là, qui sont partis, qui ont fait silence radio du jour au lendemain. Je pense que, comme, au contraire, tu les as pas perdus. Ça l'a juste montré un peu la vraie nature de la relation, selon moi. Puis, tu sais, les vrais, on se sont montrés. Puis c'est des moments vraiment difficiles. Puis c'est dommage parce que, comme, il y a plein, tu sais, c'est pas juste un cancer que tu vis aussi plein d'autres changements, tu sais, en même temps, je suis pas là pour juger personne parce que chacun aussi a sa façon de réagir à une nouvelle comme ça. Tu sais, il y en a aussi d'autres qui aiment juste pas le sentiment d'être là, ils savent pas comment réagir. Fait que Exact. no judgment, mais quand même, je suis sûre que si on se met dans tes souliers, ben on voudrait être accompagné, on aimerait que les gens soient là. Donc, c'est quand même, je suis contente que tu aies eu un encadrement puis tu as eu du monde autour de toi. Ouais. Tu sais, je pense aussi que malheureusement, ben, c'est ça, tu sais, malheureusement, tu l'as eu très jeune et c'est pas, tu sais, à notre âge, on connaît personne vraiment malheureusement de notre âge aussi qui peut l'avoir, donc on est tellement pas conscientisés, on est tellement pas sensibilisés sur ça que je pense Ouais. aussi qu'il y a une partie de ça que c'est peut-être que les gens étaient tellement mal à l'aise parce qu'ils connaissaient pas ça, parce qu'on n'en parle pas à notre âge, tu sais. Donc, ils savaient Ouais. peut-être aussi pas comment réagir. Exactement, c'est un problème. Ouais, c'est vraiment un problème. Puis je suis même étonnée parce que tu as mentionné que les médecins ils savaient pas trop parce que justement ils trouvaient que tu étais jeune. Ce qui me surprend beaucoup parce que ben probablement tu sais, de 2014 à maintenant, probablement que les recherches ont avancé puis qu'ils ont vu que comme OK, tu sais ça il y a pas de discrimination dans le cancer, ça peut toucher la personne qu'ils vont vouloir toucher puis moi, en tout cas, ce que j'ai compris dans la campagne de Ma santé active, c'est que déjà là, l'activité physique joue un gros rôle pour prévenir, mais que tu peux l'avoir à 30 ans. Il y en a qui l'ont, c'est peut-être moins commun, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Puis, je sais pas si dans tes débuts, quand tu as appris ça ou quand que les médecins ont su que tu l'avais puis tu étais quand même assez jeune, est-ce que tu as senti que même eux, ils savaient pas trop, tu sais, ben, c'est sûr qu'ils savaient quoi faire parce que c'est probablement les mêmes steps que quelqu'un qui est plus âgé, mais est-ce que tu as senti eux-mêmes pas un déconfort, mais on pourrait dire genre un inconfort face au fait que tu es jeune puis ils savaient pas trop, tu sais? En fait, au contraire, les médecins, ils ont été vraiment toutes les personnes que j'ai eues, vraiment le corps médical, tout le monde a été adorable justement vu mon âge, mais j'étais pas la plus jeune. En m'investissant dans la Fondation du cancer du sein, sur leur forum de discussion et dans d'autres associations, j'ai été très active partout. OK. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, on était quand même un petit nombre de jeunes. On n'était pas en première ligne, on voyait pas que ça. Mais j'avoue que dans la salle d'attente, j'étais la plus jeune.
souvent. Et les gens me regardaient parce qu'ils pensaient pas que c'était moi qui venais faire les traitements. On va dire que les médecins ont été très gentils avec moi, ils m'ont beaucoup réconfortée parce que c'est ça, quand j'ai eu mon diagnostic, je suis allée voir après on m'a fait rencontrer un oncologue qui était donc chirurgien oncologue. C'est donc le médecin qui m'a suivi. Quand je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, vous savez, j'ai la RAMQ, mais je n'ai pas d'assurance médicaments. Comment je vais faire pour les traitements? Puis là, il m'a dit, vous inquiétez pas, tout est pris en charge à l'hôpital. J'ai fait, OK. Donc, il m'a énormément rassurée là-dessus. Puis même, il a pris son téléphone, il a dit, il a appelé quelqu'un, il a dit, est-ce que tu peux la recevoir de suite? Puis là, la personne au téléphone lui a dit oui. Là, je suis partie à l'autre hôpital parce qu'en fait, j'étais au CHUM. Donc, c'était à l'époque où il y avait encore les 3 hôpitaux. Ouais. Donc, il fallait faire les navettes entre les hôpitaux. Ah. Donc là, j'étais à l'Hôtel-Dieu. Puis là, on m'a envoyée à Notre-Dame. Et à Notre-Dame, c'est là que j'ai fait la connaissance de mon chirurgien plasticien. OK. Mon chirurgien plasticien que j'adore. Qui m'a aussi très bien rassurée. Et puis, cet homme a un grand cœur. Lui aussi, c'est un homme avec qui j'ai toujours contact. On se croise souvent dans des événements et tout ça sur le cancer du sein. Et puis, ça fait toujours avec plaisir qu'on jase tous les deux. Et je me souviendrai toujours quand je suis arrivée dans son bureau, là, j'avais une amie qui m'accompagnait, une autre amie qui m'accompagnait. Puis là, derrière le rideau, donc j'étais torse nu. Puis là, il était avec ses petits internes, là, avec les résidents, pardon, les résidents qui étaient là. Puis là, il a dit, bon, mais vous inquiétez pas, je parle à mes résidents, vous inquiétez pas ce que je vous dis, n'écoutez pas, même si vous pouvez ne pas écouter, c'est très bien. Je dis, OK. Puis là, il attrape mon ventre entre ses doigts. Il dit, vous voyez, là, la patiente, elle a assez de ventre pour refaire un 5. Et là, mes amis qui éclatent de rire de l'autre côté du rideau. Moi aussi, j'éclate de rire. Je fais OK, d'accord, j'ai vraiment une grosse bedaine. assez pour me faire une reconstruction du sein par Dieppe. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et puis, il a vraiment fait en sorte que je sois décontractée, que je m'inquiète pas pour la suite. OK. Vraiment. Puis juste pour comprendre, dans le fond, toi, c'est pas seulement la masse cancéreuse qui a été retirée, c'est ça? Quand tu dis reconstruction mammaire et tout? Oui, alors en fait, on m'a enlevé le sein au complet. Ils ont cureté vraiment le sein tout à l'intérieur et ils ont enlevé des ganglions sentinelles. Les ganglions sentinelles, c'est ce qui sont sous les bras. OK. Et ils m'en ont enlevé, je crois que c'est une dizaine qui m'en ont enlevé et je pense que c'était 2 qui étaient cancéreux, 2 qui étaient atteints par les cellules cancéreuses. OK. Puis là, bon, là, t'as reçu ton diagnostic et tout. Après ça, j'imagine que le but, c'était de t'enlever ça le plus vite possible. Est-ce que tu peux nous parler un peu des traitements que t'as eu, du temps que ça a duré, peut-être des effets secondaires, puis aussi, tu sais, aussi surtout de l'impact que ça a eu, parce que tu commençais ta trentaine, qui est censée être tellement une belle période. Donc, tu sais, tout ça, comment ça s'est passé? Déjà, juste pour préciser quelque chose qui est quand même assez important, c'est que la plupart du temps, les oncologues privilégient les traitements en premier et ensuite l'opération. Ah, OK. Moi, j'ai demandé l'inverse. Je lui ai dit au médecin, j'ai dit, je veux que vous m'enleviez ça de suite. J'ai dit, je veux pas attendre, vous me l'enlevez maintenant. Et puis, en effet, heureusement qu'ils me l'ont enlevé rapidement parce que entre le jour où on m'a diagnostiqué, le premier examen et le jour où on m'a enlevé la tumeur, la tumeur avait pris plus de 120%, un truc comme ça. Ça faisait à peine 2 centimètres et à la fin, elle faisait 5 centimètres en l'espace de quelques mois. Wow. L'oncologue que j'ai eu, l'hémato-oncologue, donc celle qui s'occupe des chimios, elle m'a dit, votre cancer s'est développé en moins d'1 an. Wow. Ça a été vraiment foudroyant, ça a été vraiment quelque chose de très rapide. OK. Donc là, c'est ça. Moi, j'avais pris la décision de me faire opérer immédiatement. Donc, en fait, je me suis fait opérer fin novembre. Mes parents sont venus me rendre visite parce que je pouvais rien faire là après l'opération, vu que j'avais une énorme cicatrice dans le bas-ventre. Le Dieppe, c'est on prend le gras du ventre avec un morceau de peau et des tissus et tout ça, et puis on l'insère dans le sein, ce qui est beaucoup plus naturel. Ah, Il n'y a pas de rejet non plus. Vu que c'est déjà ton corps, dans le fond. Exactement. Donc, le sein a vraiment plus une apparence naturelle au toucher aussi. OK. Donc, c'est ça, j'ai fait mon Dieppe. J'ai été en convalescence pendant 8 semaines et j'ai commencé mes traitements en fin janvier 2015. OK. Donc là, j'ai eu pareil, le jour où j'ai rencontré mon hémato-oncologue, elle me dit, bon, alors on va faire ça. Puis là, je la regarde, je fais, c'est parce qu'en fait, j'ai pas d'assurance de médicaments.
Puis là, elle me dit, ah, parce que les injections, là, c'est 1 000 $ l'injection. Je l'ai regardé, je fais, pardon? Ça m'aurait coûté 28 000 $ si j'avais fait cette, Wow. Juste pour ces injections-là, comme juste juste pour pour les ça. injections. Oh Ouais. Non. boy. Donc, c'est des injections qu'on met dans le ventre, là. D'habitude, c'est pris par la RAMQ, là. C'est couvert par la RAMQ, mais là, vu que j'avais pas mon assurance médicaments, donc là, elle est allée chercher, parce que c'était une résidente, celle que j'ai eue, elle est allée chercher le grand chef, là, si je puis dire. Puis Ouais. là, ils ont essayé de voir quel autre protocole on pouvait me donner. Puis là, ils ont réussi à me trouver un autre protocole qui fait que j'avais rien à débourser, ou presque, hein, du moins. Mhm. Puis j'ai eu donc un protocole de chimio qui s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'était une injection aux 3 semaines. OK. Donc une injection aux 3 semaines, je l'ai fait 3 fois. Donc 3 fois, je suis revenue à l'hôpital pour la chimio. Puis c'est le genre de chimio qui vraiment nous assomme la première semaine. Là, on est incapable de rien faire, on est malade la plupart du temps, des choses comme ça. Moi, j'ai été très chanceuse, j'ai pas été très malade, pas très affectée par les effets secondaires de la chimio. OK, tant mieux. Ouais, je trouve que j'ai été chanceuse dans ce côté-là. Et après, le deuxième protocole, par contre, c'était beaucoup plus lourd. C'était toutes les semaines que j'avais ça. C'était pendant 12 semaines. Ouais, 12 OK. semaines. Une fois par semaine, je devais aller à l'hôpital pour faire la chimio. OK, ouais, c'est beau. C'est quand même beau. Oui. Cette ronde-là t'a plus affecté dans le fond ou pas tant encore? Non, justement, la deuxième ronde m'a moins affectée. En fait, Ah, pour vous dire toute la vérité, c'est que j'ai été en chômage maladie, c'est ça? Oui. OK, ouais. ouais, Parce que j'avais le droit quand même à ça, ouais. heureusement. Ouais. J'avais le droit à l'assurance maladie, au chômage maladie. J'ai eu le droit jusqu'à à peu près au mois de mars. Donc, parce que j'avais commencé en novembre et j'ai fini donc au mois de mars. Et au mois de mars, j'étais encore sous la chimio qui rentre vraiment dedans, là, celle qu'on OK. peut rien faire. Là, on est vraiment presque un légume. Là, on se traîne. C'est juste quelques jours avant de reprendre l'autre shot qu'on commence à aller mieux et à reprendre des forces. Donc là, il faut savoir que je n'avais plus de salaire. Ouais, mon Dieu. Je n'avais pas d'assurance qui couvrait mon salaire avec ma job. Donc, j'avais 0 revenu. Mhm. Donc, une fois que le chômage maladie a été terminé, je me retrouvais sans un sou. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai demandé de l'aide. Je voulais pas, mais toutes mes amies m'ont forcé, des amis, la famille en France, ils m'ont dit tu fais un pot commun, comme un GoFundMe. OK, Ouais, ouais. ouais. Donc c'était en France, là, c'est sur un site français. Donc là, j'ai ouvert ça, puis j'ai récolté beaucoup d'argent là, enfin beaucoup plus que ce que j'aurais espéré. Et les gens ont été tellement généreux. Je les remercie encore parce que grâce à Mhm. eux, j'ai pu ne pas reprendre le travail déjà immédiatement. Mais cet argent, je l'ai eu qu'en juillet. OK. Donc, entre-temps, ben, j'avais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai contacté mon employeur. J'ai dit, est-ce que je peux revenir travailler de temps en temps? Donc, j'ai travaillé pendant ma chimio. Oh OK. mon Dieu. Ouais, Ouais. c'est intense. J'ai été obligée. Au début, je venais juste de temps en temps. Je venais 1 fois par semaine. Après, j'allais 2 fois par semaine. Puis au fur et à mesure, 3 fois par semaine, selon mon état. Mais je venais pas les journées entières. Je faisais que même pas 4-5 heures maximum. Même pas, je crois. Je faisais même pas 4 heures dans la journée. Là, je faisais vraiment des Mhm. courtes journées. Mais l'argent que je gagnais, ça me suffisait pour couvrir mon loyer. Mentalement, est-ce que tu trouvais ça difficile ou est-ce que justement ça te permettait un peu de déconnecter puis d'aller voir d'autres personnes? Si, mais le fait d'aller travailler, non, au contraire, j'étais contente d'aller travailler. OK. Puis souvent, c'était jumelé à tous mes rendez-vous médicaux, parce que mine de rien, j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux. J'avais des suivis avec la physiothérapeute, j'avais les prises de sang, j'avais l'art-thérapie, je faisais de l'art-thérapie, ce qui m'aidait beaucoup aussi. C'est quoi? Je suis curieuse. L'art-thérapie, c'est comme tu dessines, puis je sais pas c'est quoi en fait. L'art-thérapie, en fait, c'est vraiment, ben, c'est de la thérapie par l'art. Donc, en OK. fait, on avait une art-thérapeute avec nous, puis des fois, elle nous guidait, elle nous disait, ben, est-ce que tu as envie de représenter ta colère? Est-ce que tu as envie de mettre ça sur Mm. papier? Donc, on avait tous les supports, peinture, crayon, feutre, collage, on pouvait tout utiliser. C'était vraiment super. Donc, on avait vraiment accès à tout, et puis l'art thérapeute était adorable. J'y allais quasiment 1 à 2 fois par semaine, parce qu'il y avait juste 2 fois, c'était juste ouvert 2 fois par semaine.
Puis souvent, j'y allais juste avant ma chimio parce que c'était vraiment de l'autre côté de la rue de l'hôpital. Donc, j'avais juste à traverser puis aller à ma chimio après. C'est vraiment intéressant parce que elle analysait en fait ce qu'on faisait parfois. C'était vraiment plus dans l'analyse et puis elle nous accompagnait, elle nous aidait. Puis l'art-thérapie, oui, on dessine ou on fait des choses comme ça, des collages, du modelage ou des choses comme ça, mais elle nous écoute, elle est à l'écoute, puis elle nous donne des OK. conseils, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une autre façon de voir la maladie, de traiter la maladie. Et franchement, l'art-thérapie pour moi, ça a été, c'est ce qui m'a aidé à tenir parce que j'ai rencontré énormément de belles personnes. J'ai créé beaucoup de liens avec des gens à l'art-thérapie, dont j'avais rencontré ma maman québécoise, je l'appelais comme ça. Elle aussi était là pour un cancer, mais pas du sein, elle c'était un autre cancer, qui malheureusement, elle est décédée depuis, là, mais Toutes mes ouais. condoléances. Mhm. Ouais. Malheureusement, quand on a une maladie, on crée beaucoup de liens, mais on perd beaucoup de gens aussi. J'ai perdu Ouais, énormément d'amis. c'est vraiment pas drôle tout ça. Puis, je sais pas si toi, tu faisais partie des gens qui, comme nous, en fait, étaient un peu sceptiques au fait d'avoir le cancer aussi jeune. Aussi, je sais pas si t'as, comme dans ton entourage, des gens qui ont eu aussi le cancer aussi jeune que toi, en qui tu as encore contact ou... Dans mon entourage, non, je suis vraiment, dans tout ce qui est proche, famille et amis, je suis la plus jeune. OK. Ma tante l'a eu, je pense qu'elle devait avoir dans les 45 ans, peut-être un peu plus jeune. Et en fait, c'est très drôle parce que quand je suis allée voir le médecin en génétique, je lui ai dit que ma tante avait eu un problème au sein, puis quand ma mère m'a dit, ben là, ta tante, elle a eu un cancer du sein, tu t'en souviens pas? Et en fait, quand elle a eu son cancer du sein, j'étais au lycée, là, donc le lycée en France, là, Ouais. j'avais 16 ans et je réalisais pas qu'elle avait un cancer. Pour moi, Mhm. elle avait juste un Ouais. problème au sein, mais c'était pas grave ce qu'elle avait. Puis je réalisais pas à quel point c'était quand même grave. Elle avait Ouais, un quand on cancer est du sein. jeune. Mais c'est ça, on est tous là. Puis là, mes amies, depuis que j'ai eu mon cancer du sein, elles sont toutes à checker régulièrement et tout ça. Et puis, on en parle, on en a surtout beaucoup parlé au début. Maintenant, on en parle beaucoup moins parce que ça fait déjà un petit moment. Mais c'est sûr que quand on a ses amis proches qui ont à peu près le même âge que nous, ou peut-être un peu plus jeunes parfois, qu'on leur annonce j'ai un cancer du sein, c'est sûr que pour eux, c'est un choc. Surtout que la façon dont pour certaines personnes, la façon dont je leur ai dit, c'est quand même assez brut que je leur ai dit. Je leur ai envoyé un message de hey, coucou, ça va? Ouais, bon, il faut que je te dise, j'ai un cancer du sein. Sur Messenger, sur Facebook. Mais en même temps, même toi, tu devais pas savoir comment gérer Non, ça puis l'annoncer, là. non, ben c'est sûr qu'au début, c'était pas facile. Puis je savais pas trop comment dealer avec ça non plus. Puis j'ai une amie de Paris qui m'a dit parce que j'ai un blog et puis j'avais un blog à l'époque où j'écrivais tout ce que je faisais à Montréal parce que c'est pour tenir informé ma famille et mes amis de France. Ouais. Puis j'ai une amie, elle me dit mais pourquoi tu fais pas ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire écrire. Mhm. Écris sur Ouais. ton blog ce que tu vis aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé à écrire, puis j'ai commencé à dire aux gens, puis quand je l'ai annoncé dans un de mes articles, le tout premier article, quand je l'ai annoncé, les gens, ils n'ont pas compris que c'était moi qui avais un cancer du sein au début. Ils n'ont vraiment pas compris. Et c'est après, quand j'ai écrit le deuxième message, enfin, le deuxième article, qu'ils se sont dit, ah, mais t'as un cancer du sein? J'ai dit, oui, j'ai un cancer du sein. Mais ils n'avaient pas compris parce que c'est vrai que la façon dont je l'ai tourné, les gens, j'ai pas commencé de suite en disant que j'avais le cancer du sein. J'ai expliqué plein de trucs avant. Puis c'est à la fin que j'ai dit que j'avais un cancer. OK. Puis est-ce que parce que bon, t'as eu ça début trentaine, tu sais, Lovely et moi, on est début trentaine, 29, là. Puis on est tu sais, c'est quand même une belle 28. OK, la petite jeune. Puis, tu sais, c'est une belle période dans la vie, je veux dire, tu sais, on fait plein d'affaires, on développe nos carrières et tout, que là, malheureusement, toi, il y a comme eu une certaine pause avec tes traitements. Une fois que tes traitements, ils ont été terminés, est-ce que tu as trouvé ça difficile de reprendre ça ou est-ce qu'au contraire, t'étais plus qu'heureuse de pouvoir retourner à tout ça? En réalité, j'avais vraiment hâte de reprendre le travail. Mhm. Sauf que, après mes traitements de chimio, j'ai fait de la radiothérapie. OK. J'ai fait 25 séances de radiothérapie, ce qui est égal à 5 semaines, tous les jours, aller à l'hôpital, sauf les samedis et dimanches. Donc, tous les jours, j'allais à l'hôpital pour de la radiothérapie. Ça a duré donc 5 semaines. Et pour moi, dans ma tête, c'était,
Je travaillais, je faisais ma radiothérapie, c'est super, nickel, ça va bien se passer. Première séance de radiothérapie, j'étais à terre. J'ai appelé ma job, j'ai dit, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir de nouveau me mettre en arrêt maladie. Ouais. Donc là, je me suis mis en arrêt maladie. Donc, je me suis mis en arrêt maladie au début, c'était jusqu'à début octobre à peu près, jusqu'à que je finisse mes traitements. Mon dernier traitement était le 1er octobre 2015, quasiment un an jour pour jour après mon diagnostic. J'ai terminé ma radiothérapie. Et puis là, pareil, j'avais prévu de reprendre le travail. Puis là, les médecins m'ont dit non, 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 tu reprends pas le travail. Tu vas pas y arriver. Tu vas être tellement fatigué, tu vas pas y arriver. Puis l'argent que j'avais récolté justement pendant ce fameux pot commun que j'avais fait en France, Ouais. plus l'aide financière de la Fondation du cancer du sein du Québec, là, ça m'a permis de ne pas travailler jusqu'à fin décembre. Fait que t'as pu récupérer de tout ça, là. Ouais, j'ai pu récupérer. Puis début janvier 2016, j'étais au bureau temps plein. Par contre, là aussi, je me suis fait gronder par les médecins parce qu'ils m'ont dit, vous auriez jamais dû reprendre temps plein, vous auriez dû prendre un retour progressif et puis à mi-temps thérapeutique. Ouais. Et oui, mais vous comprenez pas, j'ai besoin d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai plus rien, là, faut que je vive quand même, faut que je paye mon loyer, faut que je mange. On est quand même chanceux au Canada, ouais, au Canada, parce qu'on a on a le système de la carte médicaments puis tout, puis c'est sûr pour toi, tu sais, ça a été plus compliqué parce que tu as été expatrié, fait que t'avais pas en plus encore ta carte et tout, mais on est quand même, faut vraiment se compter chanceux parce qu'on oublie qu'ailleurs, c'est pas comme ça, tu sais, aux États-Unis, t'as un cancer, bonne chance, genre c'est tout toi qui dois payer, puis toi, t'as un peu vécu ça. Puis, mon Dieu, ça doit être quelque chose quand même de choisir entre, OK, est-ce que je choisis ma santé puis que je trouve des moyens de payer mes trucs tout en ne pas travaillant ou malheureusement, j'ai pas le choix de travailler parce que sinon, je pourrais pas payer mon loyer. Puis, ça doit être vraiment un gros dilemme pour vrai. C'est le beau aussi de voir que les travailleurs de la santé comme l'infirmière que tu racontais ou qui a trouvé une autre alternative face au traitement qui coûtait un bras, tu sais, qui allait trouver une autre façon de faire quand même le traitement, mais à zéro coût pour toi. Vraiment, ça choque comme histoire. Nous, on s'en rend pas compte de tout ça, mais comme on est chanceux d'être au Canada, mais aussi il faut faire attention, puis on peut pas prendre tout pour acquis parce qu'il y a plein de choses que les gens vivent autour de nous ou que ces gens-là vivent puis qu'on sait pas, puis qu'il faut vraiment comme prendre le temps de se conscientiser là-dessus. Je sais pas si tu as des trucs pour prévenir le cancer du sein, pour sensibiliser un peu les jeunes face à ça. Il y a pas de formule magique pour prévenir le cancer, à part quand même si possible, ben c'est sûr, pas consommer d'alcool ou alors très peu d'alcool, ça c'est sûr que ça aide quand même, là, OK. parce que c'est quand même un excitant au niveau des cellules. Je dis pas de pas en boire, parce que moi j'en bois encore aujourd'hui, alors que oui, c'est quand même un petit peu, c'est pas très conseillé, mais on le fait quand même, là. Mhm. Donc, juste faire attention à sa consommation d'alcool, à sa consommation, pas à sa consommation, mais plutôt à son alimentation. OK. C'est sûr que manger du fast-food tous les jours, non, c'est pas bon. Il faut quand même avoir une alimentation équilibrée. Mhm. Et oui, faire de l'activité physique, c'est sûr que ça va aider à prévenir. Mais en même temps, tout le monde est différent. Ouais. Tout le monde a un organisme totalement différent. Il y a des personnes qui, par exemple, sont en excellente santé, mangent très bien, fait du sport et tout ça, et que du jour au lendemain, on leur a diagnostiqué un cancer métastatique stade 4. Ouais. Mhm. Puis là, on se dit, mais pourquoi? La personne était en excellente santé, elle faisait tout ce qu'il fallait, tout était beau, pas de stress, pas d'angoisse, vraiment tout parfait. Puis la personne, quand même, elle reçoit ce diagnostic-là. Donc là, on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine quand même de faire attention. Parce que c'est sûr que en faisant n'importe quoi, les risques vont être multipliés. C'est ça, C'est ça ouais. le problème. Ouais, c'est clair. Tu sais, comme on en parlait un petit peu tantôt, là, les femmes de notre âge, on n'est pas malheureusement plus ou moins sensibilisées à se regarder nous-mêmes, en fait, pour voir s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce que il y a une façon de faire quelconque et tu sais, est-ce qu'il faut le faire à chaque jour? Est-ce qu'il faut le faire à chaque mois? Et comment tu vois ça? Moi, quand je suis sur les stands de la fondation, là, je préconise toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que, prenons, on veut faire ça, donc ok. Premier mois, on fait ça tous les dimanches, par exemple. Tous les dimanches, on regarde comment est notre sein. Est-ce que c'est avant nos périodes, pendant nos périodes, après?
Mhm. Donc, déjà pour voir. Parce que des fois, il peut y avoir comme des petits ganglions qui enflent pendant Mhm. les règles, des choses comme ça. Donc, faire ça à peu près pendant un mois, là, prendre un mois de test avec tous les dimanches, vérifier à quel moment c'est. Et après, je dirais une fois par mois, là, ça suffit. OK. Une fois par mois, sous la douche, tranquillement. Généralement, on demande avec les 3 doigts du milieu de la main, et puis vraiment à appuyer en faisant en roulant comme des massages en fait sur le sein. Et faut pas oublier que ça va jusqu'à la clavicule, Ah ouais. au niveau des aisselles et sur le côté aussi, sous l'aisselle, sur le côté du sein. C'est vraiment une grande surface. Il faut vraiment regarder à tout cet endroit-là. Si on sent quelque chose, ok, on le note. Si vraiment on est inquiet, ok, allez voir le médecin. Il n'y a pas de problème avec ça. Le médecin, il pourra vous dire, ben, si vous voulez, on peut faire une échographie, tout ça. Mais c'est aussi souvent au niveau des antécédents médicaux et de la famille aussi, de Mhm. l'historique de la famille. Si la OK. personne dit, ben, ma mère a eu un cancer du sein à 45 ans, c'est sûr que là, le médecin, il va dire, ben là, on va vous faire passer des tests au cas où. Mais si Mm. la personne n'a aucun antécédent médicaux, qu'elle est en excellente santé et tout ça, ben, le médecin peut vous dire soit attendez peut-être un mois pour voir si ça a grossi, si c'est toujours présent, ou alors carrément il va vous dire ben, je vais vous faire passer une échographie immédiatement, on verra qu'est-ce qu'il en est. OK. OK. Donc c'est ça, je dis quand même aux jeunes femmes, je leur demande de pas trop non plus s'inquiéter. Je leur ai dit que c'était normal, que le corps il change sans arrêt et que on a des bosses qui vont et qui viennent et c'est ça, c'est le corps. C'est ça que je me demandais parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé, puis même pour vrai, je pense qu'avec le confinement, je fais beaucoup moins de sport, je suis toujours assise, je me sens vraiment plus fatiguée, puis des fois, ben, j'ai déjà un problème de ganglion, fait que c'est pour ça que ça m'a vraiment fait quelque chose quand tu as mentionné que ça peut attaquer les ganglions, puis probablement que c'est pour ça que dans le passé, ils ont pas niaisé avec ce problème-là, puis ils m'ont tout de suite comme opéré parce que probablement qu'ils se sont dit que ben, je suis une femme, puis que ça pourrait être aussi pire plus tard, je sais pas. Mais c'est sûr, moi, ça me fait toujours peur parce que je me dis, déjà, mettons, il y a une semaine, là, genre, c'est vraiment quelque chose de banal, mais je soulève une boîte, puis je trouve que comme ça me fait plus mal au sein, mais est-ce que c'est une crampe au sein ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Puis, tu sais, je faisais le tâtage pour être sûre, puis il y avait rien. Mais avant mes règles, par contre, là, je sentais une petite bosse ou que j'avais l'impression que c'était plus enflé. Mais après ça, c'était plus enflé. Fait que c'est rassurant de savoir que des fois, c'est vraiment juste, mettons, soit les hormones ou juste parce que mes seins ont une réaction avant d'avoir mes règles. Mais c'est vraiment, je trouve ça bien que tu mentionnes que c'est qu'on devrait faire ça au moins une fois par mois, puis comme ça, on a l'heure juste, puis techniquement, notre santé, c'est nous qui est responsable, bon, c'est la faute de personne, puis Absolument. c'est un bon rappel que tu nous donnes de le faire vraiment à tous les mois. Oui, même à une époque, là maintenant j'ai arrêté de le faire, mais à une époque je postais une photo tous les premiers du mois, je postais une photo de moi avec la main sur le sein et je disais attention, c'est le premier du mois, n'oubliez pas de faire votre dépistage personnel du Ah, c'est cancer du vrai. sein. J'ai fait ça pendant quelques années, puis après ben j'ai arrêté là, Mhm. C'est un mais c'est bon ça, ouais. rappel. L'année passée, en fait, là, le 1er octobre 2020, ça marquait officiellement ta 5e année. Yay! Zéro Oui. cancer! Comment comment ça va? Puis est-ce que ça a un peu changé ta façon, en fait, de voir la vie en général? Bah, pour répondre à la première question, oui, j'étais contente de dépasser les 5 ans parce que le type de cancer que j'ai eu, les 5 premières années sont là où le taux de récidive est le plus important. OK. OK. Donc, dépasser les 5 ans, pour moi, c'est un soulagement. Je me dis que, OK, Mhm. mes risques de récidive, oui, elles sont toujours là, mais elles sont beaucoup moins importantes que Mm. les 5 premières années. Après, beaucoup de choses ont changé. Je suis une personne complètement différente de ce que j'étais avant la maladie. Mhm. Tout le monde, mes amis disent que je suis la Macha 2.0. Avant, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup dans le sens, j'écoutais pas les autres, on va dire. Je OK. parlais souvent de moi et tout ça. Mais maintenant, je suis quand même beaucoup plus à l'écoute des gens. Je suis beaucoup plus patiente. Alors ça, pour la patience, de toute manière, quand on est patient dans un hôpital, il faut apprendre la patience. Parce que quand un médecin, quand ton oncologue a 3 heures de retard, il faut être patient. Oh mon Dieu! Ouais, mais ça, c'est pas le pire, c'est 5 heures le pire que j'ai eu. Mais ouais, c'est pour tout ça pour dire que, ouais,
la vie est complètement différente. Je suis beaucoup plus j'ai quand même du stress là, parce que malheureusement, j'ai un trouble de l'anxiété généralisée qui s'est déclaré avec la maladie. Mm. Et mais sinon, en dehors de ça, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus patiente, beaucoup plus à l'écoute. Je m'en fais moins, j'essaye de pas trop me prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et le fait d'être beaucoup plus à l'écoute aussi des autres, j'arrive à donner des conseils aux gens, justement pour éviter, pour lâcher prise, des choses comme ça. Et j'ai une amie là avec qui je discute souvent et des fois, souvent elle me parle des petits soucis, des petits problèmes qu'elle a et puis j'ai envie de l'aider donc j'essaye toujours je sors des choses des fois et puis elle me dit ah merci tu m'aides beaucoup en disant tout ça mais je fais même pas attention à ce que pour moi c'est naturel, ça vient naturellement de lui dire ce genre de choses mais faut croire que ça aide donc tant mieux. Oui. Ben oui, Il nous c'est faut toute sûr. une amie comme ça qui nous Oui. nous dit les bonnes choses. Très contente, en tout cas, de savoir que ça va bien, puis que ça a un peu... Il y a rien, tu sais, je veux dire, c'est absolument pas une expérience positive, mais si t'as pu en retirer une vision de la vie maintenant plus positive, ben, tant mieux. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent, qui connaissent quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un cancer du sein ou un cancer point, en fait? Oui, tu le dis bien, un cancer, point. Parce Ouais, que c'est ça. Moi, j'en ai rencontré des personnes qui n'avaient pas forcément un cancer du sein et on est tous dans la même situation, quoi qu'il en soit. exact. Ouais, Ouais. carrément. Je dirais être à l'écoute et être là pour les personnes quand elles en ont besoin. Il y a un truc qu'on dit souvent, même moi je le dis encore aujourd'hui, c'est courage. Oh, t'es courageuse, ce genre de choses. Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est C'est ça, vrai. ouais. Et c'est des fois, ça m'énervait que quelqu'un me dise, oh, courage, ou alors, oh, mon Dieu, qu'est-ce que t'es courageuse. Mais c'est parce que j'ai pas le choix. Donc, Ouais. être juste là pour la personne, lui dire, je suis là pour toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, je ferai mon possible pour t'aider, pour t'accompagner à un rendez-vous ou juste pour discuter d'autres choses que de cancer si tu as besoin de parler d'autres choses. Lui faire livrer de la nourriture, des choses comme ça. Des fois, c'est juste des petits trucs comme ça qui font que au final, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un collé tout le temps à nous qui dit alors que ça va, oui ça va, est-ce que ça va? Non. Mhm. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'on a une épaule ou une oreille par là qui puisse nous écouter et nous soutenir. Mhm. C'est un beau message. Merci Dis beaucoup. ça à toutes les personnes PV10 qui sont parties dans ce forêt. Ben J'en ai non. gardé quelques-uns, mais ils sont vraiment pas nombreux. Ben, comme Léa disait, c'est un peu là que... Des fois, il y a des gens qui viennent et qui partent, qui t'ont amené peut-être quelque chose avant, mais qui ne pouvaient pas nécessairement t'apporter quelque chose maintenant. Tu sais, donc, ouais, c'est ça. Mais merci énormément, Macha, d'avoir pris le temps avec nous de nous raconter ton histoire, comment tu as vécu ça. On espère que ça a sensibilisé les gens. T'sais, on le dit depuis le début qu'on n'est pas assez sensibilisé là-dessus parce qu'on entend toujours dire que c'est des personnes plus âgées qui l'ont, mais ça fait partie de la réalité des femmes. Puis là, on parle des femmes parce que c'est un cancer du sein, c'est généralement les femmes, mais que on parle aussi des cancers en général en fait là, que on espère que ça fait comprendre des choses un peu aux gens, que pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a un cancer, qui vont peut-être un peu plus comprendre leur réalité puis savoir comment leur parler parce que c'est sûr que ça doit pas être facile. Donc merci beaucoup encore une fois. Merci énormément Ben, d'avoir pris la merci. parole avec nous. Pour ceux qui, je sais pas, auraient des questions pour toi ou que aussi on a été voir ton blog, puis il y a beaucoup d'articles, je pense que tu as écrit depuis 2015, 2014, je crois. 2012 même. 2012 même, wow! Wow. Fait que, C'est ça, le blog existe juste avant que je parte, en fait, juste quand j'ai pris la décision de faire ma demande de PVT. C'est ça. en tout cas, il y a du contenu à la tonne. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, de voir un peu la journée de quelqu'un qui a eu le cancer, ben c'est full intéressant puis full inspirant. Donc, pour les gens qui voudraient aller lire ton blog, te suivre, t'envoyer des questions, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, j'ai une page Facebook éventuellement pour ceux qui veulent me poser des questions qui s'appelle Macha au Canada. Donc, le fameux au Canada. Comme la chanson, là. Voilà, comme la chanson au Canada. L'hymne national, plus qu'une Et chanson. généralement, si on tape sur Google Macha au Canada, blog, je pense qu'on peut trouver facilement mon blog également. Parfait. Et on peut envoyer des commentaires ou poser des questions même en commentaire sur des articles.
il y a aucun problème pour ça. Ça me dérangera vraiment pas de pouvoir répondre aux questions. Super, merci beaucoup. Puis pour les gens qui nous suivent ou que c'est leur premier épisode qui écoutent, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook à l'Apéro Podcast et sur YouTube aussi, l'Apéro Podcast. Donc, ben, c'est pas mal ça. Sur ce, ben, on vous dit quoi? On vous dit à la semaine prochaine!